Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la violence symbolique, qui est un concept qui a été mis à jour par Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu est un sociologue qui est né en 1930 et qui est mort en 2002 à Paris. C'est un sociologue français qui est un des sociologues les plus importants du XXe siècle. C'est un auteur qui est connu pour de nombreux ouvrages. J'ai déjà parlé sur la chaîne par exemple de la domination masculine, mais son ouvrage le plus connu, c'est La Distinction, qui est considéré comme l'un des 10 travaux les plus importants en sociologie, donc un des 10 travaux les plus importants du siècle, par l'Association internationale de sociologie. Et Pierre Bourdieu est connu en France également pour son livre Les héritiers, qui parle de l'héritage dont bénéficient certains enfants et pas d'autres. Revenons à la violence symbolique dont je voulais vous parler aujourd'hui. Alors la violence symbolique, qu'est-ce que c'est? Eh bien la violence symbolique, c'est une domination sociale. C'est un processus de soumission par lequel les dominés perçoivent la hiérarchie sociale comme légitime et naturelle. Les dominés intègrent la vision du monde qu'ont les dominants, ce qui les conduit à faire d'eux-mêmes une représentation négative. La violence symbolique est une source, chez les dominés, d'un sentiment d'infériorité. Les dominants assignent aux dominés un statut d'infériorité. Ce statut engendre des situations dévalorisantes pour les dominés. Les dominés éprouvent donc un sentiment d'infériorité. Ils sont soit invisibles, ils exercent des métiers auxquels peu de gens prêtent attention, par exemple, soit stigmatisés. Ces réalités sociales confirment les représentations mentales des dominés et des dominants, si bien que la hiérarchie sociale apparaît comme logique aux yeux de tous. Les dominants ont le pouvoir d'imposer leur propre vision comme objective et collective, si bien que les dominés ne disposent pas d'autre mode de pensée que celui des dominants. Ils ne peuvent donc s'échapper ou échapper à la violence symbolique. Tout se fait de façon implicite et non consciente. Cela rend toute contestation ou toute révolte extrêmement difficile. La violence symbolique n'est pas un processus d'influence, ni une vaste manipulation, un grand complot des Illuminati. C'est une croyance collective qui permet de maintenir un système social, un ordre social et finalement des hiérarchies sociales. Elle a pour effet la soumission des dominés sans que les dominants n'aient besoin d'avoir recours à la force ou à la propagande. La violence symbolique consacre l'ordre établi comme légitime. Elle dissimule de ce fait les rapports de force qui sous-tendent la hiérarchie sociale. Elle sert à pacifier les relations au sein d'une structure sociale. Alors finalement, si ça empêche la violence, vous me direz, est-ce que c'est bien la violence symbolique? Eh bien c'est comme beaucoup de choses, ça dépend comment on s'en sert et ça dépend pour quelles raisons on s'en sert. En tout cas, un monde sans violence symbolique est un monde où les rapports de force sont visibles et donc brutaux. Soit c'est la guerre civile, soit c'est la dictature. Dans le monde de l'entreprise, pour prendre un exemple plus concret, c'est la culture d'entreprise qui fait office de violence symbolique. Et lorsqu'elle n'est pas assez forte pour donner une légitimité au leadership des managers, c'est à ce moment-là que les conflits ouverts et parfois violents font leur apparition. Lorsque le patron tape du poing sur la table et dit « Hey, c'est moi qui commande ici », ça veut dire qu'il a déjà perdu en termes de violence symbolique. Et la violence symbolique, c'est ce qui permet d'effacer les conflits sociaux, d'effacer le fait qu'il y a une lutte des classes constante, et ça permet aux dominants, mais encore une fois c'est un processus inconscient, mais ça permet aux dominants d'imposer leur vue comme objective et de nous expliquer par exemple que le rêve américain est quelque chose qui existe, et on va nous expliquer également que la culture du mérite est une culture qui existe. Alors loin de moi l'idée de nier le fait que la culture du mérite existe et que certaines personnes, de par les efforts qu'ils fournissent, sont méritants, mais simplement parler uniquement de culture du mérite sans s'intéresser au contexte et au milieu dans lequel évoluent les gens, c'est tout simplement être extrêmement inéquitable. Puisqu'évidemment, le mérite d'une personne qui va conduire une grande industrie, une grande entreprise, qui serait celle de son papa ou celle d'un ami de ses parents, eh bien il n'a pas le même mérite que celui qui a grandi dans un quartier populaire et qui n'a pas de réseau. Le mérite d'une personne qui a grandi avec tout l'apport culturel de ses parents et tout l'apport culturel des grandes écoles que ses parents lui ont payées n'est pas le même mérite qu'un enfant de quartier populaire qui, lui, n'a pas bénéficié des grandes écoles, a peut-être eu des parents illettrés ou alors avec un capital culturel extrêmement faible,
Et donc, pour rattraper son retard culturel ou son retard intellectuel, il va lui falloir beaucoup plus d'efforts que celui qui a bénéficié de cette transmission par ses parents. Donc, la violence symbolique, si je devais résumer, à quoi elle peut nous être utile aujourd'hui? Eh bien, c'est à ne pas nous aveugler sur le fait que la vision collective et qu'on nous présente souvent comme objective est en fait simplement la vision des dominants et non pas forcément la vision totalement et absolument objective. Et cela permet aussi de ne pas s'aveugler sur le fait qu'il continue à y avoir des rapports de force entre les classes sociales qui ont des intérêts divergents, mais que ces rapports de domination sont cachés par des violences symboliques qui essayent de faire comprendre aux dominés qu'ils sont à leur place en tant que dominés et que la place qu'ils ont, eh bien, ils la méritent, et qui fait croire également aux dominants que, eh bien, la place qu'ils ont, ils l'ont mérité parce qu'ils ont beaucoup travaillé, ce qui n'est pas toujours faux, mais ils ont aussi bénéficié d'éléments, de capital culturel, symbolique, économique et d'un réseau social que des gens en quartier populaire n'auront pas. Et si on gomme ces rapports de domination et ces inégalités, eh bien on ne peut pas être équitable au sein de notre pacte social et au sein de notre nation. Ce qu'il faut retenir, c'est que la violence symbolique, c'est une violence qui permet de légitimer et de garantir l'ordre social. C'est-à-dire que les dominants arrivent à légitimer toute leur production intellectuelle, artistique, etc. Par cette fameuse violence symbolique, et donc ils sont à leur place puisque les croyances collectives et les croyances socialement inculquées expliquent que s'ils sont à leur place, c'est qu'ils sont forcément meilleurs, c'est qu'ils ont plus travaillé, c'est qu'ils sont plus intelligents, plus beaux, etc. Et donc du coup ça légitime un ordre social, et du coup ça évite aux dominants d'utiliser la force physique et la vraie violence, la violence physique, pour pouvoir maintenir l'ordre social. Et du coup, même chose pour les dominés, ils acceptent cette violence, ils ne l'aperçoivent même pas pour beaucoup, très souvent, et donc du coup, ça permet aux dominés d'accepter la domination sans avoir à lutter physiquement ou intellectuellement contre, puisque tout cela serait légitime. Et donc du coup, les dominants maintiennent les dominés dans une position d'infériorité à tous les niveaux, infériorité intellectuelle, infériorité physique, infériorité au niveau de l'apprentissage, etc. Une infériorité, comme on l'a dit, purement fictive. Et donc du coup, comme par enchantement, l'ordre social apparaît et pour les dominants et pour les dominés comme quelque chose de clairement naturel, qu'il n'y a plus à discuter, et qui est, vous savez, cette fameuse méritocratie. Voilà. Donc chacun est à sa place, à la place qu'il mérite. Voilà, on va vous prendre un contre-exemple, on va vous le brandir chez les dominés pour vous montrer qu'un dominé peut devenir dominant, sachant que ça n'arrive pratiquement jamais et que c'est simplement un exemple, un contre-exemple qui vient appuyer une règle en place. Et donc dans la société, dans la conduite d'une société, la violence symbolique permet aux dominants tout simplement de faire accepter leurs avis, leurs arguments comme des arguments objectifs, comme les arguments. Il n'y a pas à en discuter. Quand la classe dominante donne des arguments, ce sont les arguments, ce sont les arguments empiriques. Il n'y en a pas d'autres. Tout autre argument qui viendrait d'une autre classe que la leur sont forcément des arguments qui seront dépréciés, qui seront qualifiés soit d'utopiques, soit de complètement hors de la réalité, etc., sans même les regarder de plus près. Et donc malheureusement, ces croyances collectives que nous imposent les dominants ont tendance à faire en sorte que les dominés n'ont même plus d'autre grille de lecture que celle des dominants pour pouvoir analyser la réalité et analyser les problèmes qu'ils rencontrent eux-mêmes dans leur vie de tous les jours. Pourquoi j'ai envie de vous parler de l'habitus? Parce que c'est un concept qui, je trouve, est intéressant pour comprendre les comportements sociaux et les interactions sociales entre les différentes classes sociales. Alors l'habitus, c'est en fait la somme des conditionnements, des manières de parler, des manières de se comporter, d'habiter l'espace, des manières de s'habiller également, qui sont le fruit d'un conditionnement social, qui sont le fruit en fait du conditionnement qui est le vôtre au sein du champ social que vous habitez et dans lequel vous naissez quand vous arrivez sur Terre.
C'est intéressant parce que l'habitus, contrairement ou plutôt l'habitus va plus loin que le conditionnement social, en ce sens que le conditionnement social voudrait que quand on sort de ce conditionnement, eh bien, on arrête de se comporter de telle ou telle manière et on arrête de s'habiller, de parler de telle ou telle manière. Et en fait, l'habitus, c'est beaucoup plus complexe parce que, eh bien, l'habitus, c'est quand l'agent social, c'est-à-dire l'être pensant et vivant qui habite au sein d'un corps social, eh bien, incorpore les conditionnements qu'il a subis, qu'il a vécu dans son champ social et qu'il confond en fait cette manière de se comporter, de parler, de s'habiller avec son identité propre. Et donc c'est quelque chose qui est très puissant à comprendre. Pourquoi? Parce que ça veut dire que quand vous prenez un agent social et que vous le sortez de sa classe sociale ou que vous le sortez de son champ social et que vous le mettez ailleurs, eh bien il ne change plus de comportement. Il va garder les comportements qu'il a appris, il va garder sa manière de parler, sa manière de s'habiller, sa manière de se comporter, ses habitudes de pensée, il va garder tout ça, même quand vous allez le changer de champ social, et ceci toute sa vie. Alors il y a possibilité de modifier ses habitus, mais pour ça il faut comprendre que les habitus sont des habitus et non pas notre identité. Et beaucoup de gens en fait n'arrivent pas à faire ce simple constat et ils vont garder en fait des stigmates de leur classe sociale ou de leur champ social toute leur vie parce qu'ils confondent en fait, je le dis encore une fois, ils confondent le conditionnement qui a été le leur à la naissance avec leur identité propre. Et donc ce concept peut être intéressant par exemple pour comprendre les discriminations, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on ne parle quasiment plus de discrimination sociale et la gauche a réussi à ramener toutes les discriminations eh bien, sous la bannière de la discrimination raciale. Seulement on le voit bien, quand des gens habitent au sein d'un champ social qui est à la mode, en l'occurrence le champ social bourgeois par exemple, eh bien on voit bien que les différentes cultures ou bien les différences de couleur de peau ne posent pas beaucoup de problèmes. Parce que en fait ces gens eh bien, habitent la même classe sociale et ont les mêmes us et coutumes et les mêmes comportements. Et le problème avec l'habitus, c'est que quand vous vaquez à vos occupations dans l'espace social français, eh bien de par la manière dont vous parlez, de par la manière dont vous vous comportez, de par la manière dont vous pensez, de par la manière dont vous habitez l'espace, eh bien on est capable de dire, pour un œil affûté, il est capable de dire si vous faites partie de son champ social ou pas. Et c'est ce qui peut, par exemple, faire eh bien, une discrimination à l'embauche. C'est-à-dire que là où beaucoup vont voir une discrimination raciale, eh bien, en réalité, il n'y aura qu'une discrimination sociale, ce qui est déjà beaucoup. Mais du coup, si on pose le mauvais diagnostic, eh bien, on ne peut pas répondre correctement à ce problème. Et donc, on va confondre, je le disais, les discriminations raciales avec les discriminations sociales. C'est-à-dire qu'on voit bien que quelqu'un qui est éduqué, quelqu'un qui est instruit, quelqu'un qui a grandi dans une classe sociale élevée, eh bien, il n'a pas beaucoup de problèmes, en fait, à se faire embaucher. Par contre, quelqu'un qui est né dans le prolétariat ou qui est né dans le champ social qu'on appelle la banlieue, eh bien, il va avoir du mal, quelle que soit sa couleur, à trouver un emploi. Par exemple, moi, je suis blanc, j'ai eu du mal à trouver un emploi, j'ai eu du mal avec le travail, j'ai eu du mal à trouver un appartement, j'ai eu du mal, j'ai été discriminé socialement, et il m'a fallu comprendre que ce que je prenais pour mon identité n'était en fait qu'une somme de conditionnements que j'avais vécu au sein de mon espace social, de mon champ social, pour pouvoir m'en séparer. Alors je ne me suis pas séparé de tout, je me suis séparé en fait de ce qui me paraissait en fait être une clownerie, une singerie, et qui ne correspondait pas à mon identité, qui correspondait plus simplement en réalité à quelque chose qui n'était pas mon choix et qui était un conditionnement social. Toujours est-il que quelle que soit votre couleur, eh bien on peut vous discriminer socialement tout simplement en regardant comment vous parlez, comment vous habitez l'espace. Et encore aujourd'hui, même si j'ai fait ce travail, eh bien il m'arrive en fait que mes habitus reprennent le dessus. Par exemple, quand je suis énervé, je vais avoir tendance à m'énerver un petit peu comme à l'époque où j'habitais en banlieue. Et très souvent, les gens eh bien, vont m'énerver encore plus en me disant « Ah, regarde, tu fais la racaille, tu te comportes comme une racaille, etc. » Alors c'est quelque chose que j'arrive à gérer quand tout va bien, c'est quelque chose que j'ai réussi à modifier dans mes comportements quand je suis serein. Mais on voit véritablement la puissance de l'habitus en ce sens qu'il habite véritablement vos réflexes, il habite véritablement vos conditionnements profonds, parce que quand je m'énerve, eh bien, toutes ces manières de se comporter et d'habiter l'espace ont tendance à ressortir. Donc c'est véritablement quelque chose dont il est difficile en fait de se séparer, quand bien même on se rend compte de son habitus. Par contre, s'il est difficile de s'en séparer,
eh bien on peut comprendre que ça peut expliquer en fait les discriminations qu'il y a au sein de notre société. Et au lieu de ne voir que les discriminations raciales qui existent, je ne suis pas en train de nier qu'il y a des discriminations raciales, mais très souvent, à mon sens, on confond les discriminations raciales avec les discriminations sociales. Et quand quelqu'un est rejeté d'un emploi et qu'il vient comme ça à coup de « wesh ta mère », c'est souvent en fait une discrimination sociale. Parce qu'on n'aime pas les gens de la banlieue, on n'aime pas leur manière de parler, de se comporter, leur agressivité constante, etc. Et c'est souvent, beaucoup plus souvent, ça qui est rejeté plutôt que une simple et unique et bête discrimination de couleur du teint ou bien de religiosité ou autre chose en fait. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'habitus en fait existe au sein de tous les champs sociaux et de toutes les classes sociales. C'est simplement que dans l'espace social où toutes les classes sociales et tous les champs sociaux sont en interaction en fait dans la société française, il y a des habitus qui sont à la mode et il y a des habitus qui ne sont pas à la mode. Parfois à raison, mais parfois également à tort. C'est-à-dire que si on rejette l'habitus des banlieues, qui sont souvent des gens pas forcément... Alors pas tous, mais voilà, il s'agit d'être un petit peu dans la caricature aujourd'hui pour que le propos soit plus saillant. Mais très souvent en banlieue, on a des gens qui sont extrêmement agressifs, des gens qui sont assez mal éduqués, qui ont du mal avec les mots simples, comme qui ne savent pas se tenir en fin de compte, qui ne savent pas se tenir comme les gens qui ont grandi dans d'autres champs sociaux, qui vont avoir une attitude plus calme, moins agressif, plus poli, plus posé, plus voilà. Là, c'est à raison, à mon avis, si l'habitus des banlieues n'est pas forcément... Les habitus des banlieues, parce qu'il y en a plusieurs, ne sont pas forcément bien vus dans d'autres champs sociaux, en l'occurrence dans le champ social du travail. Mais il y a aussi des habitus qui sont discriminés, rejetés, à tort, tout simplement parce qu'ils ne sont pas à la mode. Et il y a des habitus qui, d'une manière aussi arbitraire, sont à la mode et sont mis en valeur. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête quand on voit ce qui se passe dans la société afin de mieux comprendre en fait les interactions sociales et de comprendre pourquoi tel ou tel champ social est rejeté et pourquoi tel ou tel champ social est mis en valeur. C'est pas simplement parce qu'un champ social est mis en valeur et qu'il est montré devant tout le monde, par exemple à la télé comme un exemple, qu'il est véritablement le meilleur. C'est à vous de décider. Et c'est à vous de vous rendre compte en fait de cela et de comprendre que dans la société actuelle, et d'ailleurs ça change selon les époques, selon les modes, il y a des habitus qui sont plus mis en valeur que d'autres et d'autres qui sont plus relégués que d'autres et que tout ça est extrêmement arbitraire en réalité. Et d'ailleurs, il y a des gens qu'on appelle les transclasses, c'est-à-dire des gens qui passent d'un champ social assez bas et qui arrivent à un champ social plus élevé, ces gens-là savent qu'en fait ils doivent perdre leurs habitudes, perdre les habitus qu'ils ont eus dans leur classe sociale de naissance pour adopter en fait les habitus de la classe sociale à laquelle ils décident d'accéder ou à laquelle ils ont accédé par le travail, par l'emploi, bref, par tous les moyens disponibles dans la société française. Et souvent ça crée au niveau interne une souffrance parce que vous voyez par exemple les habitus de vos parents, les habitus de vos frères, les habitus de vos copains qui sont moqués, qui sont dépréciés et vous êtes obligé vous-même, en vous-même, de déprécier ces habitus-là pour adopter des habitus plus en phase avec la classe sociale que vous habitez aujourd'hui. Et il faut être conscient de tout ça parce que, véritablement, à mon sens, si on veut être libre, il faut qu'il y ait véritablement un choix. C'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'un habitus est un habitus pour se séparer d'un habitus et ne pas le prendre pour son identité. Parce qu'il y a des habitus qui sont néfastes. Et donc, il est bien de savoir que c'est un habitus pour s'en séparer. Mais il est bien aussi de savoir qu'un habitus est un habitus et qu'il peut être aussi positif. Il y a des habitus qui sont positifs dans toutes les classes sociales et dans tous les champs sociaux. Et vous n'êtes pas obligé de vous en séparer pour plaire à telle ou telle classe ou pour... vous pouvez vous en séparer d'une manière par exemple ponctuelle quand vous êtes à un entretien d'embauche, mais vous n'êtes pas obligé d'abandonner tous vos habitus si vous décidez qu'il y a certains habitus qui sont pertinents et que vous souhaitez garder. Pour moi, ça doit être véritablement un choix. Et comme vous le savez, très souvent, je suis attaché au concept de liberté, mais liberté par l'émancipation, pas liberté, je fais ce que je veux, j'en ai déjà parlé. Et dans cet angle libéral où on veut récupérer de la liberté, il faut véritablement savoir ce qu'est l'habitus, savoir comment il se comporte en nous, savoir comment il nous habite, savoir comment on incorpore cet habitus pour, encore une fois, s'en séparer si on le souhaite
ou le garder si on le souhaite, ou s'en séparer ponctuellement quand on veut apparaître d'une classe sociale qui n'est pas la nôtre. Et il faut savoir que ceux qui ont des habitus autres, qui sont à la mode et qui pratiquent sur nous une violence symbolique, je vous laisse voir en description ce qu'est la violence symbolique, je l'ai expliqué, ceux qui pratiquent sur des classes sociales inférieures une violence symbolique, cette violence symbolique n'est pas justifiée et elle est extrêmement arbitraire. Ce qu'il y a d'intéressant aussi dans le fait de comprendre comment fonctionnent les habitus, c'est tout simplement que vous pouvez vous comporter quand ça vous arrange comme un caméléon. Vous pouvez adopter les habitus de tel ou tel champ social, quand par exemple vous voulez accéder à un emploi qui habituellement n'est pas accessible à votre champ social. Vous pouvez également mimer les habitus d'une classe sociale quand vous décidez d'avoir un débat ou de discuter avec des gens de cette classe sociale, de façon à ce qu'ils ne délégitiment pas votre parole, de façon à ce qu'ils ne délégitiment pas vos réflexions, tout simplement à cause de vos habitus à vous, de vos habitus de naissance. Donc voilà, c'est véritablement quelque chose qui peut aussi être un outil dans l'espace social pour se favoriser, pour avoir accès à des choses dont on n'aurait pas accès si on ne connaissait pas l'existence des habitus et si on n'arrivait pas à jongler tout simplement avec ces habitus, parce que c'est véritablement possible, je l'ai fait parfois. Et d'ailleurs, je pense que chacun d'entre vous en a déjà fait l'expérience, très souvent, on peut décider de la valeur de la production intellectuelle d'une personne ou de la valeur de la réflexion d'une personne, tout simplement en regardant ses habitus. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient de la banlieue, quelqu'un qui a des habitus de banlieusard, on a très souvent tendance à considérer que cette personne ne sait pas penser, tout simplement parce qu'il vient de la banlieue et que sa manière de s'exprimer n'est pas la manière de s'exprimer des universitaires ou des classes sociales plus élevées. On va aussi très souvent rejeter les réflexions des personnes qui font des fautes d'orthographe. L'orthographe est un habitus. La manière de s'exprimer à l'écrit est également un habitus. Et si vous n'avez pas l'habitus qui est à la mode aujourd'hui, et au-delà du fait que l'orthographe peut aider à comprendre un propos, si vous n'avez pas véritablement la syntaxe des universitaires ou la syntaxe de certaines classes sociales, ces classes sociales ne vous prendront pas au sérieux, tout simplement parce que vous avez les stigmates de votre classe sociale et que votre classe sociale est plus basse que la leur. Et donc, ils vont décider d'une manière absolument arbitraire que tout ce que vous produirez au niveau intellectuel, c'est de la daube et ils n'y prêteront pas attention. Et c'est souvent ce qui se passe en politique d'ailleurs. On a tendance à penser que le prolétaire ne sait pas penser, que si quelqu'un s'exprime comme le prolétaire s'exprime et qu'il produit une pensée intelligente, cette pensée est taxée de non intelligente, tout simplement parce qu'on délégitime celui qui porte cette réflexion. Voilà, en conclusion, ce que je dirais, c'est qu'il ne faut pas prendre les habitus pour plus qu'ils ne sont. Ils ne sont que des conditionnements sociaux, ils ne font pas partie de notre identité propre. C'est des choses dont on peut se séparer, c'est des choses qu'on peut également garder. Les habitus, il y en a certains, je l'ai dit, qui sont à la mode, et il y a des gens qui profitent du fait que les habitus de la classe sociale ou du champ social dans lequel ils sont nés soient à la mode pour pratiquer de la violence symbolique sur des classes sociales qu'ils pensent inférieures ou sur des champs sociaux qu'ils pensent inférieurs à eux. Il faut prendre la violence symbolique de ces gens et la violence sociale de ces gens pour ce qu'elle est. C'est tout simplement le fait d'habitus, c'est-à-dire de conditionnement que ces gens ont subi et qu'ils recrachent comme ça sans aucune réflexion et sans aucun pas de côté, pour regarder véritablement quelle est la pertinence du mépris qu'ils peuvent afficher pour telle ou telle classe sociale ou pour tel ou tel champ social. Voilà. Donc ça permet de décomplexer. En tout cas, moi, le fait de comprendre tout ça quand j'avais 20 ans m'a permis de décomplexer et m'a permis de produire de l'intelligence, m'a permis de produire des réflexions et d'avoir confiance en mon intelligence et confiance en mes réflexions, quand bien même la manière dont je les exprimais n'était pas à la mode, quand bien même la manière dont je les exprimais était sous-estimé dans l'espace social français parce que je venais de banlieue, peu importe. Voilà, il faut véritablement que vous cessiez de complexer avec ça et que vous cessiez également de porter des habitus qui ne vous correspondent pas, qui ne correspondent pas à l'homme ou à la femme que vous avez envie d'être et qui ne correspondent pas à la personne que vous avez envie d'être dans l'espace social. Alors on va commencer par une brève définition de ce syndrome du larbin. C'est un syndrome qu'on retrouve chez des individus, évidemment. Et le syndrome du larbin est un comportement pathologique visant à prendre systématiquement la défense des classes les plus favorisées au détriment de celles dont il est issu. Ce syndrome diminue les capacités d'analyse du larbin et se traduit par un blocage psychologique l'incitant à agir préférentiellement contre ses propres intérêts
au profit de ceux qui l'exploitent. Analysons maintenant les symptômes du syndrome du larbin. L'amour démesuré qu'affiche le larbin à l'égard des patrons, des rentiers ou des milliardaires est l'acte de foi qui structure son discours. Le larbin agit sans discernement de ce qui pourrait être bon pour lui. Il intellectualise le débat pour tenter de nous convaincre que piocher chez les riches est toujours la pire des solutions, quand bien même il en serait bénéficiaire. Les arguments économiques qu'il invoque inlassablement n'ont pas servi à forger sa conviction. Le syndrome du larbin est malheureusement une vocation qui se trimballe dès le plus jeune âge et contre laquelle il n'existe aucun remède. Le larbin n'a pas choisi d'aimer les riches, il aime les riches parce qu'il est un larbin. De tendance nettement libérale, le larbin est celui qui vante les bienfaits du bouclier fiscal alors même qu'il ne paye pas d'impôts. C'est encore le même larbin qui voudrait réduire ou supprimer l'impôt sur la fortune, même s'il sait qu'il ne sera jamais concerné par la question. Un écervelé victime du syndrome du larbin n'a pas de conscience politique. Il vote instinctivement dans l'intérêt de ceux qui l'exploitent pour s'attirer leur bienveillance. Le larbin estime que l'argent qui lui fait défaut est beaucoup plus utile dans le coffre d'un riche qui pourra ainsi le réinvestir beaucoup plus utilement qu'il n'aurait lui-même dépensé. Le larbin cautionne tous les sacrifices et les plans d'austérité dont il pourrait être l'objet, comme la baisse des salaires ou encore l'augmentation de l'âge de la retraite, même si son travail ne lui convient d'aucune façon et que ses maîtres ne lui offrent aucune perspective d'améliorer sa condition. Essayons maintenant de comprendre l'origine du syndrome du larbin. Deux théories principales s'affrontent pour expliquer l'origine du syndrome. La thèse génétique d'un côté et la pathologie mentale de l'autre. Après des siècles d'esclavage et de féodalité, les larbins pourraient être le produit d'une sélection artificielle des soumis par leurs maîtres. La transmission génétique des caractères aurait favorisé la sélection d'une souche vivace de larbins domestiques au profit d'une nouvelle espèce de primate, l'Homo larbinus. Selon cette hypothèse, le mécanisme en œuvre serait le même que la sélection des chiens et des chevaux, mais directement appliquée à l'homme. Pour les tenants de la pathologie mentale, le caractère héréditaire n'est pas retenu. Il s'agirait plutôt d'un trouble qui se développerait dès l'enfance. Le processus s'aggraverait au passage à l'âge adulte lorsque le sujet prend conscience de la médiocrité de sa condition. Le larbin développerait des stratégies inconscientes visant à restaurer un équilibre cognitif pour justifier l'acceptation de sa subordination. Le larbin finit ainsi par s'identifier à ses maîtres en s'imaginant appartenir au corps social qui l'exploite. Voici quelques outils pour reconnaître le syndrome du larbin chez une personne. Le larbin réagit vivement à toute discussion qui ose remettre en cause les privilèges des plus fortunés. Incapable de se livrer à une argumentation convaincante, ses messages distillent la peur et les intimidations dont il est l'objet. En réaction, le larbin brandit instinctivement une succession de termes caractéristiques qu'il essaye de glisser dans son discours tels que communisme, bolchevisme, tirage vers le bas, la Stasi, Corée du Nord, isolement, dictature socialiste, évasion fiscale, paupérisation, millions de morts. Les quelques messages qui suivent portent la quasi-signature littéraire d'un larbin digne de ce nom. Les riches, il faut les bichonner, les câliner. Si on les spolie trop, ils s'installeront ailleurs. Le bolchevisme? Non merci, les Russes ont essayé en 17. Comme en Corée du Nord ou au Zimbabwe? La fortune de Bill Gates, ça fait 3 pizzas par Africain, et après on fait quoi? Si les riches disparaissent, on ne pourra plus leur vendre des produits de luxe. Ma patronne paye trop de charges. Les parachutes dorés, c'est une compensation pour dissuader de saboter davantage l'entreprise. Divisé par le nombre de salariés, ça fait beaucoup moins que dans une seule poche. Demandons-nous maintenant quelle population est affectée par le syndrome du larbin. Le syndrome du larbin ne prolifère pas seulement chez les plus démunis intellectuellement comme on pourrait le penser. Il affecte une large fourchette de la population sans corrélation apparente avec le niveau d'études. 20% de la population pense faire partie des 1% les plus riches. Les larbins sévissent en masse sur les forums d'économie dont l'étude de cette discipline semble en aggraver les symptômes. Le paysage politique, avec l'élection d'un président au service des plutocrates, révèle un seuil de contamination critique dans la patrie des droits de l'homme. Si vous faites partie de la classe moyenne, moyenne basse, voire des plus pauvres, eh bien vous subissez sûrement très souvent
de la violence symbolique. Vous en subissez de la part de votre banquier quand vous allez le voir et qui vous regarde et vous prend de haut. Vous subissez de la part de votre patron qui vous prend de haut encore une fois quand vous lui demandez une journée ou quand il vous demande de faire un peu plus d'heures, ou quand il vous demande de travailler un petit peu plus vite alors que vous êtes déjà au maximum. La violence symbolique, vous pouvez la subir également de la société, voilà, dans son entier, souvent dans les administrations, les gens vous prennent de haut. Si vous allez demander un crédit et que vous n'avez pas énormément de revenus, pareil, on vous prend de haut. Et tout ça, en fait, ça constitue aussi également une violence symbolique. Et je trouve que c'est quand même intéressant et important de ne pas se laisser toujours appliquer cette violence symbolique, déjà d'une parce que ça fait mal, et parce que garder tout ça en soi, au bout d'un moment, ça finit par exploser. Et on a des gens qui pètent complètement les plombs, qui un jour vont attraper quelqu'un, ou un jour vont s'immoler, ou un jour vont se suicider, ou un jour vont rentrer chez eux et claquer leur femme, etc., etc. Donc il y a des moyens en fait il y a des moyens quand même de renvoyer assez rapidement et assez facilement cette violence symbolique et de s'en défendre. Par exemple, c'est de savoir écrire, de savoir lire correctement, de savoir formuler ses pensées correctement. Et tout ça, ça s'apprend. Et l'œuvre de Pierre Bourdieu nous apprend cela. Par exemple, quand vous avez affaire en administration ou dans une banque ou à un patron ou à qui que ce soit qui se sent supérieur à vous, vous allez d'abord communiquer avec lui par le langage, que ce soit à l'écrit, par mail, par lettre ou en lui parlant de face à face. Et je vous garantis que un patron, un directeur de banque, un directeur de je ne sais quoi, ou même un petit banquier qui se pense supérieur aux autres, ou même un vendeur qui vous prend un peu de haut, ne vous parlera pas de la même manière selon comment vous parlez. Si vous lui parlez comme une racaille du 9-3, il va vous prendre pour un con. Au pire, vous serez violent en réaction et vous serez traité de délinquant, traîné dehors par les videurs et ciao. Mais si vous savez faire face à la violence symbolique en expliquant de manière calme, tranquille, apaisée, mais quand même d'une manière extrêmement ferme, que la personne qui est en face de vous, elle n'est pas plus intelligente que vous, qu'elle ne sait pas s'exprimer et que vous êtes tout à fait capable de vous exprimer aussi bien qu'elle, voire mieux, eh bien je vous garantis que les choses vont changer et que la personne qui est en face de vous, elle va s'adresser autrement à vous. Et tout ça, ça s'apprend. Tout ça, ça s'apprend par la rhétorique. Mais déjà, avant de l'apprendre par la rhétorique, il faut déjà comprendre comment ça fonctionne en étudiant ce qu'est la violence symbolique. Et ça, on peut le faire grâce à l'œuvre de Pierre Bourdieu. Et c'est ce que je te souhaite de faire très vite. Voilà, donc il faut que tu le saches, le savoir est une arme. Le savoir est quelque chose qui peut vraiment t'aider à subir beaucoup moins de violence symbolique et à te sentir mieux dans tes baskets. Et à savoir, parfois, ça peut quand même être utile, savoir remettre un petit peu les gens qui se pensent un petit peu trop haut, qui se prennent un petit peu pour ce qu'ils sont pas, et bien les remettre un petit peu à leur place, mais d'une manière civilisée et en lui retournant à la face la violence symbolique qu'il essaye de t'appliquer. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant à faire. Ça permet de pas tout le temps intérioriser la violence de la société, de pas se sentir tout le temps foulé aux pieds, et puis ça permet aussi de mettre dans la tête de la personne qui est en face de toi, de dire voilà, c'est pas parce que par exemple je touche le SMIC, c'est pas par exemple parce que en ce moment je suis au chômage, c'est pas parce que en ce moment j'ai tel ou tel problème, ou c'est pas parce que j'ai fait tel ou tel choix de vie que je suis un inférieur, que intellectuellement je suis par rapport à toi quelqu'un qui ne vaut rien. Je vais te montrer en fait que j'ai du savoir, et je vais te montrer que avec ce savoir, je vais t'expliquer à quel point en fait tu te penses supérieur, mais à quel point eh bien tu n'es ni supérieur ni inférieur à moi, tu es juste un con. Et ça s'apprend en fait. On a moyen de montrer ça, mais sans le dire clairement. Et c'est ça qu'il faut arriver à apprendre pour ne pas avoir sans arrêt à intérioriser toute la violence de la société, toute la violence symbolique qu'exerce la société sur les gens, et ne pas un jour péter les plombs ou te sentir mal dans ta peau ou mal dans ta vie. Donc n'oublie pas, le savoir est une arme, vraiment, les médiathèques sont gratuites, tu peux avoir des livres gratuits à la médiathèque, les livres qui sont dans le domaine public, il y en a énormément qui sont très très utiles et qui sont téléchargeables gratuitement sur le net. Je te mets tout ça en description et toutes les méthodes pour avoir du savoir le plus possible. Ce livre, c'est le discours de la servitude volontaire d'Étienne de la Boétie, un livre qui te permet de retrouver ta liberté,
Programme de cette vidéo, eh bien tout simplement, on va d'abord voir quels sont les points centraux du livre, de quoi parle Étienne de la Boétie. On va essayer de comprendre quelle est la thèse d'Étienne de la Boétie dans ce livre. Et ensuite, on aura quelques citations parsemées ici ou là. Le but en fin de vidéo, c'est que tu aies compris parfaitement de quoi parle le livre, même si évidemment, à cause de la longueur de la vidéo, je pourrais pas te parler de toutes les subtilités qu'il y a dans le livre. Alors commençons par parler de la thèse principale d'Étienne de la Boétie. Étienne de la Boétie postule de quelque chose qui est central dans le livre et qui est très important, c'est qu'aucune population, aucune nation, aucun peuple ne peut être asservi s'il ne consent lui-même en sa propre servitude. Ça paraît bizarre dit comme ça parce que on se dit de manière intuitive que personne ne peut consentir à sa propre servitude. Personne n'a envie d'être un esclave, personne n'a envie d'être réduit à l'obéissance, à l'esclavage, ou en tout cas de ne pas être maître de lui-même et de ne pas être maître de ce qu'on a envie de faire. Eh bien ça paraît bizarre et pourtant c'est ce qui est, et c'est ce que va nous démontrer Étienne de la Boétie via des thèmes centraux que je vais développer tout de suite. Les livres et la pensée donnent plus que toute autre chose aux hommes le sentiment de leur dignité et la haine de la tyrannie. Alors le premier thème qu'aborde Étienne de la Boétie, c'est de dire comment est-il possible qu'un seul tyran, qu'une seule personne, puisse asservir toute une nation, asservir tout un peuple. Alors il nous dit, Étienne de la Boétie, tout simplement que c'est possible parce que les gens consentent en leur servitude. C'est-à-dire que les gens donnent l'autorité qu'ils ont sur eux-mêmes, cèdent la responsabilité et la souveraineté qu'ils ont sur eux-mêmes à un tiers. Et si une population entière fait ça, eh bien une population entière peut obéir à un seul. Parce que sinon, comment une population entière pourrait obéir à une seule personne? Étienne de la Boétie nous dit que le tyran n'a qu'une tête, 2 bras, 2 jambes. Il n'est pas plus fort que nous. Ou en tout cas pas plus fort que toute une population. Imaginons que 1 gagne contre 5, c'est que c'est un homme fort. Imaginons que 1 gagne contre 10, c'est un homme vraiment très fort. Mais imaginons que 1 gagne contre des millions. Ça n'est tout simplement pas possible. Ça n'est tout simplement pas humain. Nous voyons donc ici que si une population, comme je l'ai dit précédemment, obéit, c'est qu'elle a envie d'obéir. Et pourtant ce tyran, seul, il n'est pas besoin de le combattre, ni même de s'en défendre, il est défait de lui-même, pourvu que le pays ne consente point à la servitude. Il s'agit de ne rien lui arracher, mais seulement de ne rien lui donner. Et quelles sont les raisons pour lesquelles cette foule obéit? Eh bien tout simplement c'est que d'abord le tyran sait s'entourer de tyrannos. Ce que Étienne de la Boétie appelle des tyrannos, ce sont des gens qui sont également des tyrans, qui profitent de ce que leur donne le tyran en termes de pouvoir, en termes de jouissance, en termes de matériel, et qui en échange donnent leur force aux tyrans, donc ils cèdent eux aussi leur force, ils cèdent eux aussi leur souveraineté, pour pouvoir aider à tyranniser le peuple. Et en fait, ça fonctionne de manière pyramidale, comme ça, où vous avez une pyramide de personnes qui consentent à tyranniser celui qui est un peu moins fort qu'eux, celui qui est d'une classe inférieure. Et en fait, cette pyramide permet à un seul de contrôler toute une nation. Et c'est comme ça que cela fonctionne. Mais à chaque étage de la pyramide, nous trouvons des personnes qui sont plus intéressés par ce que leur apporte la servitude plutôt que par ce que pourrait leur apporter la liberté. Et ce sont des personnes qui, à cause de cela, ont tendance à céder la souveraineté qu'ils ont sur eux, à céder leurs responsabilités et à céder l'autorité qu'ils ont sur eux-mêmes à un tiers. Il y a en l'homme une préférence pour la servitude volontaire parce que la servitude est confortable et qu'elle rend irresponsable. Étienne de la Boétie nous dit aussi que les tyrans ont besoin de recourir à des artifices pour pouvoir contrôler les masses, pour pouvoir contrôler sur une plus grande échelle. Et très souvent, eh bien, il va avoir recours comme artifice au pain et au jeu. C'est très connu, hein, il suffit juste de réactualiser cette proposition pour notre période actuelle, et ça marche tout le temps. Mais en tout cas, lui, Étienne de la Boétie, dans son époque, nous parle du pain et des jeux, et il nous parle également des religions. Il nous parle également d'idéologie. Voilà, mais les religions sont aussi un vecteur très important de soumission des peuples, d'aliénation des peuples, puisque votre pouvoir, eh bien, par exemple dans les monarchies, descendrait de Dieu. Donc là, quand vous êtes le représentant de Dieu sur terre, il n'y a pas plus légitime comme autorité, et il suffit qu'une population, ou en tout cas un nombre assez important dans cette population, croit vos dires, et vous avez un pouvoir extrêmement important.
Pareil pour le pain et les jeux, si vous donnez à votre population de quoi se détendre et de quoi bien manger, il n'y a pas de problème, ils se rebelleront pas, ils seront soumis pour tous les autres aspects de leur vie, pourvu que vous remplissiez leur ventre sans qu'ils n'aient trop à lutter et sans qu'ils sentent trop la faim. Il suffit aussi de leur donner de quoi s'amuser, de quoi se divertir pour que leur vie leur paraisse intéressante et leur paraisse amusante et qu'ils continuent également à vous obéir tout le reste du temps. Pour les religions, eh bien, c'est souvent à la naissance que ça se passe. Vous naissez dans un royaume, vous naissez dans une communauté, dirait-on aujourd'hui, et vous avez telle ou telle religion et ça vous destine à obéir à telle ou telle règle ou à tel ou tel dogme. Et ça permet à un seul de contrôler beaucoup de personnes. La nature de l'homme est bien d'être libre et de le vouloir être, mais aussi sa nature est telle que naturellement il tient le pli de la nourriture qu'on lui donne. La première raison de la servitude volontaire, c'est la coutume. Alors si on essayait de comprendre pourquoi les gens ne défendent pas plus leur liberté, alors que, comme nous le rappelle Étienne de la Boétie, même les chevaux ne cèdent leur liberté qu'après avoir longuement lutté. Et on voit que les êtres humains ne luttent pas beaucoup pour leur liberté, très souvent ils naissent dans des sociétés où ils sont soumis et ils restent soumis toute leur vie. Qu'est-ce qui nous permet de comprendre ça? Eh bien, pour Étienne de la Boétie, ce qui nous permet de comprendre ça, c'est déjà que l'être humain a tendance à confondre son état de naissance et son état de nature. C'est-à-dire que quand un être humain vient au monde, ce qu'il trouve à sa naissance, il pense de manière intuitive que tout ça est naturel. Donc quand on est par exemple ici en France et qu'on trouve le monde comme il est, eh bien on se dit que tout cela est naturel et que nous sommes naturellement libres puisque nous n'avons pas de point de comparaison, nous n'avons connu que ça. Alors après, si nous voyageons, nous pouvons éventuellement connaître d'autres choses et avoir des points de comparaison et commencer à être critiques. Mais si nous n'avons pas de point de comparaison, au tout début, nous commençons par croire, avant de pouvoir analyser en tout cas, nous commençons par croire que l'état dans lequel nous trouvons le monde et la société dans laquelle nous naissons, nous pensons que c'est la liberté elle-même. Cette fameuse maxime qui nous dit que, eh bien, si un oiseau a toujours été en cage, il est heureux en cage. Par contre, faites-lui goûter à la liberté et là, il voudra plus retourner dans la cage. Alors, c'est pas exactement ce que nous dit Étienne de la Boétie, mais c'est exactement là où il veut en venir. C'est que les hommes sont habitués à être sous le joug, nous dit-il, et comme ils sont habitués à être sous le joug, eh bien, ils s'y sentent bien et ils essayent d'y trouver leur bonheur, leur plaisir, mais en tout cas, ils ne veulent pas lutter pour leur liberté, puisqu'on leur dit que tout a toujours été comme ça, et donc tout est naturel, tout est bien, dans le meilleur des mondes. La première raison pour laquelle les hommes servent volontiers est qu'ils naissent serfs et sont nourris tels. Alors j'ai parlé d'habitude d'être sous le joug. Et ça c'est une notion importante également dans le livre d'Étienne de la Boétie parce qu'il nous explique que les hommes sont les fils de leurs habitudes et que très souvent les hommes continuent à servir parce qu'ils ont toujours servi et parce qu'ils ne savent pas faire autre chose, parce que la liberté leur fait peur. Tout simplement parce qu'on préfère une habitude rassurante, une habitude qu'on connaît, qu'une liberté qui va nous faire aller vers quelque chose qu'on ne connaît pas, va nous faire conquérir quelque chose qu'on ne connaît pas et qui risque d'être dangereux. Très souvent, on va préférer tout simplement être servile, parce qu'être servile, c'est être dans une sécurité qu'on connaît, et aussi tout simplement parce que eh bien, le fait d'être servile nous permet, comme on le disait tout à l'heure, eh bien, déjà d'obéir à une société, donc de faire partie d'une société. Et on sait que les êtres humains sont des animaux sociaux, et donc du coup, ils ont besoin de faire partie d'un clan, de faire partie d'une nation, de faire partie d'un peuple, de faire partie d'une communauté, selon là où il est au niveau géographique. Mais en tout cas, l'homme a besoin d'appartenir à quelque société humaine que ce soit. Donc, c'est déjà une des premières raisons de servir. La seconde, c'est tout simplement que, eh bien, comme je vous l'ai dit, l'être humain trouve de l'intérêt dans sa servitude. Il aura du pain et des jeux, il aura une religion qui lui promettra d'avoir la vie éternelle après la mort si jamais il obéit bien à la religion et donc à son souverain. Il aura également du pain, il aura toujours de quoi manger s'il reste servile et s'il obéit. Et nous avons comme cela des gens qui sont transformés en chevaux, serviles, tout simplement parce que, eh bien, il leur plaît mieux d'aller à la gamelle qu'il aurait remplie chaque soir, il leur plaît mieux de rester servile et d'obéir pour esquiver les coups de fouet, plutôt que de prendre le risque de se battre pour aller conquérir sa liberté et éventuellement, eh bien, devoir conquérir, y compris sa gamelle, soi-même.
Les semences de bien que la nature met en nous sont si frêles et si minces qu'elles ne peuvent résister au moindre choc des passions ni à l'influence d'une éducation qui les contrarie. Et puis au niveau de l'habitude, si au niveau de l'être humain, au niveau individuel, on peut parler d'habitude, et les habitudes sont rassurantes, on le sait tous, eh bien au niveau des civilisations, on peut parler de coutume, puisque la coutume est pour la civilisation ce que l'habitude est à l'être humain individuel. Et donc les coutumes, eh bien, sont aussi des vecteurs d'obéissance, c'est-à-dire qu'on a fait rentrer des règles dans une civilisation pour qu'un peuple obéisse à ces règles, si bien qu'au bout de quelques siècles, ou même au bout de quelques années parfois, eh bien les peuples ne se demandent même plus pourquoi ils obéissent à telle ou telle coutume, ils obéissent tout simplement parce que c'est la coutume. Et comme c'est la coutume, il doit bien y avoir une bonne raison, et ceux qui ne se questionnent pas ont que faire des raisons, ils obéissent parce que c'est la coutume. Point. La soumission n'est pas affaire de puissance, elle est le produit de la peur. Ou encore, le principe de la servitude n'est pas physique, il est psychologique. Et puis il faut parler de ce ressort qui est aussi très important dans la servitude des peuples, en tout cas au niveau individuel, c'est tout simplement que servir, eh bien ça rend de fait irresponsable. Et si vous êtes irresponsable, eh bien c'est jamais de votre faute. Vous pouvez critiquer le tyran qui ne sait pas gérer le pays, qui ne sait pas gérer la nation, qui ne sait pas gérer son peuple, qui ne sait pas gérer sa communauté. En tout cas, c'est toujours la faute du tyran qui est au-dessus de vous. Vous, c'est jamais votre faute. Le simple fait de critiquer votre tyran vous rend de fait vertueux parce que vous êtes irresponsable. La liberté, elle, est moins souhaitable pour les couards, nous dit Étienne de la Boétie, parce que la liberté rend responsable. Ce maître n'a pourtant que 2 yeux, 2 mains, un corps, rien de plus que n'a le dernier des habitants du nombre infini de nos villes. Ce qu'il a de plus, ce sont les moyens que vous lui fournissez pour vous détruire. D'où tire-t-il tous ces yeux qui vous épient, si ce n'est de vous? Comment a-t-il tant de mains pour vous frapper, s'il ne vous les emprunte? Les pieds dont il foule vos cités ne sont-ils pas les vôtres? A-t-il pouvoir sur vous qui ne soit de vous-même? Comment oserait-il vous assaillir, s'il n'était d'intelligence avec vous? Quel mal pourrait-il vous faire, si vous n'étiez les receleurs du larron qui vous pille, les complices du meurtrier qui vous tue, et les traîtres de vous-même? Il y a dans ce livre, selon moi, 3 points qui sont extrêmement importants et c'est les 3 points majeurs dont je vais te parler dans cette vidéo. Le premier, c'est tout simplement que les Lumières ont proposé à l'humanité de sortir de son état de minorité irresponsable à son état de majorité responsable. Le second point, c'est de comprendre que ce n'est pas par des révolutions violentes qu'on atteint des révolutions, qu'on propose des révolutions de l'esprit, ou plutôt des évolutions de l'esprit. Et le troisième point, c'est de dire que c'est par la diffusion des idées et par la liberté totale d'expression que les populations, que la multitude, eh bien, peut se tenir au courant de toutes les informations et de toutes les instructions disponibles. Et c'est ainsi qu'on monte le niveau d'instruction d'une population. Alors je l'ai dit, le premier point, c'est tout simplement de dire que les Lumières ont sorti l'humanité, ont sorti en tout cas ceux qui les ont lus, ont sorti ceux qui ont cru en eux, ont sorti la France, la population française de l'état de minorité à l'état de majorité. En tout cas, c'est l'ambition affichée. Cette ambition, comment est-ce qu'elle s'y prend pour faire passer une population de l'état de minorité à l'état de majorité, à l'état de responsabilité, c'est-à-dire, puisque quand on est majeur, eh bien, nous sommes des gens qui devenons responsables de nous-mêmes et on peut répondre de nos pensées et de nos actions. Ce que les populations ne faisaient pas, puisque avant le mouvement des Lumières, elles étaient soumises à tout un tas d'autorités, que ce soit le roi, que ce soit l'autorité religieuse, que ce soit le prêtre du village, etc., etc. Et donc le mouvement des Lumières arrive et nous dit « Cessez d'écouter les prêtres, cessez d'écouter l'Église, cessez d'écouter le banquier, cessez d'écouter votre Seigneur et faites usage de votre raison, osez penser par vous-même, osez faire usage de la raison et osez agir en conséquence de cet usage de la raison. » Et c'est exactement cela, le mouvement des Lumières, c'est commencer à faire soi-même usage de la raison, ne pas faire confiance à un livre, une autorité légitime, un penseur, un intellectuel, non. On peut lire des intellectuels, on peut prendre en compte l'avis d'un tel ou un tel parce qu'il nous paraît ou il nous semble légitime. Mais au final, nous devons penser par nous-mêmes, nous devons former nos propres idées par nous-mêmes et nous devons former
un mode de vie, former une morale, former une éthique et former tout un corpus intellectuel par nous-mêmes. Il faut oser penser le monde qui nous entoure et oser agir en conséquence de ses pensées, en conséquence de notre raison, en conséquence de la rationalité. Citation issue du livre. La paresse et la lâcheté sont les causes qui font qu'une si grande partie des hommes, après avoir été depuis longtemps affranchis par la nature de toute direction étrangère, restent volontiers mineurs toute leur vie et qu'il est si facile aux autres de s'ériger en tuteurs. Il est si commode d'être mineur. J'ai un livre qui a de l'esprit pour moi, un directeur qui a de la conscience pour moi, un médecin qui juge pour moi du régime qui me convient, etc. Pourquoi me donnerais-je la peine ? Je n'ai pas besoin de penser, pourvu que je puisse payer. D'autres se chargeront pour moi de cette ennuyeuse occupation. Et de cette posture rationaliste, eh bien, découle le fait qu'un être humain, que l'humanité, devient majeur, c'est-à-dire responsable d'elle-même. En effet, si vous formez par vous-même vos propres pensées, vos propres directions de vie, vos propres valeurs, votre propre éthique, si vous fondez tout cela par vous-même, le jour où il y a un échec, vous êtes le responsable. Et c'est pour ça que c'est une situation que beaucoup de gens n'aiment pas, que les populations n'aiment pas en général, parce que c'est une posture qui vous place devant un miroir en cas d'échec. Vous ne pouvez pas accuser le prêtre, vous ne pouvez pas accuser l'imam, le rabbin, l'intellectuel, le président, le responsable, le tyran. Non, vous êtes obligé de vous regarder devant le miroir et de dire « je me suis trompé ». Ceci dit, ça n'est pas grave parce que c'est par l'échec qu'on apprend. Kant nous parle d'une analogie que je trouve assez pertinente, c'est tout simplement de dire que, eh bien, quand on commence à faire usage de la raison, au début, eh bien, on se trompe, on a des échecs et on fait peut-être quelques erreurs de jugement. Mais est-ce que on arrête de marcher parce que quand on est bébé, eh bien, on fait de multiples chutes avant de savoir marcher? Évidemment non. Eh bien, il en va de même de la raison. Il faut continuer à se servir de la raison, quand bien même au départ on ferait quelques erreurs de raisonnement, quelques erreurs de jugement. Il faut continuer à se servir de la raison, il faut continuer à se servir de son intellect et il faut continuer à former nos réflexions et notre préhension du monde par nous-mêmes, parce que cela nous rend responsables et que la responsabilité est la seule possibilité d'être véritablement libre, responsable et majeur, et de décider pour soi-même au lieu de laisser d'autres décider pour nous-mêmes. Citation issue du livre. Les Lumières, c'est la sortie de l'homme hors de l'état de tutelle dont il est lui-même responsable. L'état de tutelle est l'incapacité de se servir de son entendement sans la conduite d'un autre. On est soi-même responsable de cet état de tutelle quand la cause tient non pas à une insuffisance de l'entendement, mais à une insuffisance de la résolution et du courage de s'en servir sans la conduite d'un autre. Sapere aude, ose savoir. Aie le courage de te servir de ton propre entendement. Voilà la devise des Lumières. Le second point important est de dire que les révolutions ne font pas des révolutions dans les esprits. C'est-à-dire que quand vous faites une révolution violente, une révolution armée, vous pouvez soulever un tyran qui peut-être a trop écrasé son peuple, qui peut-être a été injuste, mais vous ne faites pas de révolution des esprits quand vous faites une révolution. Si vous soulevez un tyran, eh bien peut-être passerez-vous d'un préjugé à un autre, peut-être passerez-vous d'un dogme à un autre, peut-être passerez-vous d'une religion à une autre, mais jamais vous ne passerez de l'état de mineur, de l'état d'irresponsable, de l'état de dogmatique à un état de responsabilité, de majeur et d'usage de la raison. On n'apprend pas à faire usage de sa raison lors de révolutions. On apprend simplement à faire usage de la violence et à soulever un tyran, certes. Mais les révolutions de l'esprit, les évolutions de l'esprit ne viennent pas lors de révolutions. Elles viennent par des sachants, par des savants qui peuvent, eux, diffuser leurs idées dans le reste de la société et en faisant réfléchir la multitude, et du coup ça nous amène au troisième point. Citation issue du livre. Le public ne peut donc arriver que lentement aux Lumières. Une révolution peut bien amener la chute du despotisme d'un individu et de l'oppression d'un maître cupide ou ambitieux, mais jamais une véritable réforme dans la façon de penser. De nouveaux préjugés serviront, tout aussi bien que les anciens, à conduire les masses aveugles. Et donc ça nous amène au troisième point dont nous parle Kant, eh bien c'est la liberté totale d'expression. C'est-à-dire que
Si on veut que le savoir se diffuse, si on veut que les savants et les sachants diffusent leur savoir et leur expertise dans les domaines qui sont les leurs, eh bien il faut laisser l'expression libre. Et c'est ce à quoi travaillent les Lumières. C'est-à-dire que, eh bien, je le répète, chaque sachant, chaque savant est expert dans son domaine. Et si dans sa fonction il doit obéir, puisque sans ça, eh bien, aucune structure, aucune institution ne pourra fonctionner correctement. Il prend l'exemple dans le livre de l'Ecclésiaste qui doit obéir à sa hiérarchie, mais qui doit pouvoir avoir la possibilité de critiquer l'enseignement qu'il diffuse, de critiquer l'enseignement de l'Église. Et c'est quelque chose qu'il doit pouvoir faire de façon libre. Parce que pour le coup, c'est comme ça qu'on amène à la révolution des esprits, c'est comme ça qu'on instruit les masses, qu'on instruit la multitude, et c'est comme ça que les gens se mettent à réfléchir. Parce que si vous avez la liberté de raisonner, mais que vous n'avez aucune instruction, vous raisonnez à vide, et donc du coup, il n'y a pas d'intérêt. C'est pour ça que chaque expert, chaque personne compétente dans son domaine, chaque savant nous dit Kant, mais chaque sachant également, on le comprend dans son propos, doit pouvoir communiquer sur le sujet d'expertise qui est le sien et communiquer à la multitude pour lui donner des éléments de réflexion fiables. Citation issue du livre. La diffusion des Lumières n'exige autre chose que la liberté, et encore la plus inoffensive de toutes les libertés, celle de faire publiquement usage de sa raison en toute chose. Mais j'entends crier de toutes parts, ne raisonnez pas. L'officier dit, ne raisonnez pas, mais exécutez. Le financier, ne raisonnez pas, mais payez. Le prêtre, ne raisonnez pas, mais croyez. Il n'y a qu'un seul maître dans le monde qui dise « Raisonnez tant que vous voudrez et sur tout ce que vous voudrez, mais obéissez ». Là est en général la limite de la liberté. Parce que vous l'avez compris, pour Kant et pour les Lumières, on ne change pas la destination d'une nation, la destination d'une population par des révolutions violentes. Vous ne brisez pas une superstition, vous ne brisez pas un préjugé par des révolutions violentes et rapides. Il n'est que l'évolution des esprits, l'évolution de la capacité réflexive, c'est-à-dire une capacité à réfléchir avec raison, avec rationalité, une capacité à s'instruire. Il n'y a qu'ainsi que nous formons des évolutions réelles de l'esprit qui deviendront des révolutions au final, mais des révolutions pacifiques et lentes, mais des révolutions d'une population au sein d'une nation. Et c'est ainsi qu'on va pouvoir comme ça modifier la destination d'une nation vers une destination beaucoup plus enviable que ce vers quoi elle se dirige, avec des citoyens rendus à l'état de mineurs qui écoutent leurs autorités sans jamais réfléchir. Voilà donc résumé le livre de Kant, Qu'est-ce que les Lumières? Voilà résumé ce qu'est le mouvement des Lumières pour Kant, et je suis assez d'accord avec lui. Et donc du coup, je vais te conseiller son livre, parce que c'est un livre qui est court, qui est accessible, et c'est un livre qui nous renseigne beaucoup sur ce qu'est la pensée des Lumières, sur ce qu'ont été les ambitions des Lumières, et ça nous permet de comparer avec ce qu'on voit aujourd'hui, et de comprendre si on a encore besoin de ces libérations dont nous parlaient les Lumières, et je gage malheureusement que oui, et que ce livre est encore pertinent, malheureusement, aujourd'hui. À très bientôt, au revoir.